Refus de devoir conjugal, mauvaise fréquentation, refus de faire le ménage, lecture de romans. Au siècle dernier, ces motifs ont valu à des milliers de femmes, considérées comme folles, d'être internées en asile psychiatrique, le plus souvent à perpétuité. L'une d'entre elles sort de l'ombre aujourd'hui. Elle s'appelait Rosa Bloch de Bray. Issue d'une famille juive alsacienne, elle fut internée pendant près de 50 ans à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, avant de s'y éteindre en 1969. Son petit-neveu, Michel Horviller, lui consacre son premier récit, Le fantôme de Rosa, paru aux éditions de La Nuée Bleue. Bonjour Michel Horviller. Bonjour. Ce récit porte donc sur le destin tragique de la tante de votre père, la sœur aînée de sa mère, dont vous découvrez l'existence au moment de son décès en 1969, car régnait un tabou familial autour de cette femme. Un tabou qui n'était pas verbalisé en fait. Et on va dire qu'il y avait un grand silence autour de cette personne de la famille, et dont je n'avais même jamais entendu pratiquement le nom. Et en 1969, je me souviens bien les circonstances, c'était à la fin d'un repas de famille, un dimanche. Mon père s'éloigne pour faire sa sieste, comme il faisait souvent, et à ce moment-là, ma mère, on était réunis, on est 5 enfants, nous dit « faut que je vous dise quelque chose ». Il y a eu un décès, la tante Rosa est décédée. Et la tante Rosa, personne ne nous en avait jamais parlé. Donc en fait, on a appris son existence au moment où elle disparaissait à l'âge de 93 ans. Et vous n'en avez jamais entendu parler, et même vous racontez qu'elle avait disparu des photographies familiales. Donc, a posteriori, bien sûr, tous les enfants ont cherché à se renseigner sur cette tante Rosa, et en regardant les photos, les albums de photos, les quelques photos assez anciennes de l'époque, on s'est rendu compte que sur pas mal de photos, une image avait été découpée. C'est-à-dire qu'on voyait d'autres membres de la famille, mais il y avait un découpage qui avait été effectué, on avait effacé son image. Donc on avait tué son nom, on avait effacé son image, et on ne savait absolument rien d'elle. Et finalement, pour nous, ses petits-neveux et nièces, elle n'a eu une existence que posthume. Donc vous avez mené une enquête sur cette femme, sur cette tante Rosa, qui a donc été internée pendant près de 50 ans à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, et c'est là que vous débutez votre enquête. Vous vous rendez à l'hôpital. D'abord, il s'est passé assez longtemps. Questionner mon père sur cette tante était tout à fait tabou. Il avait respecté ce silence de manière absolue, et on avait un grand respect pour notre père, et on ne lui posait pas de questions. Quand il souhaitait s'exprimer, il le faisait, mais on ne lui posait pas de questions. C'est pratiquement après la disparition de mon père, bien longtemps après, environ pratiquement 40 ans après, que j'ai décidé de mener mon enquête sur cette tante qui était disparue, dont on nous avait tué l'existence. Mon enquête a commencé par me renseigner auprès de l'hôpital psychiatrique. J'espérais, étant médecin, pouvoir récupérer son dossier. Je me suis rapproché de l'hôpital psychiatrique de Villejuif, et finalement, après pas mal de démarches, ils ont accepté de m'envoyer la photocopie du dossier. Et à ma grande surprise, ce dossier était vide. Il y avait la première page, c'est-à-dire le motif d'hospitalisation, qui parlait d'état dépressif profond, avec idées délirantes, et rien d'autre. Et en dernière page, le décès qui est annoncé, et en 1969. Votre père allait-il lui rendre visite ? Alors mon père allait régulièrement lui rendre visite, mais on n'en a jamais rien su, nous les enfants. Et ma mère n'a appris l'existence de Rosa, de la tante de mon père, que longtemps après leur mariage. Donc il y avait tout un secret qui entourait Rosa. Et d'ailleurs, finalement, le seul témoignage de personnes qui ont connu Rosa que j'ai pu obtenir, c'est celui de ma mère. Mon père n'en disait jamais rien, et ma mère m'a raconté qu'elle avait vu Rosa 1 ou 2 fois, et qu'elle était tout à fait étonnée parce qu'elle s'était trouvée confrontée à une vieille dame, tout ce qu'il y a de paisible, pas une grande délirante, pas une agitée, et qui menait sa petite vie tranquille, paisible, au sein de l'hôpital psychiatrique de Villejuif, où elle s'occupait de la bibliothèque,
et où elle s'occupait également de séances de chant et de lecture pour les autres personnes internées. Et donc, on était loin d'une délirante, et on était confronté à une personne qui, visiblement, avait été l'expression d'une résilience, en fait. Elle avait réussi à redevenir quelqu'un, à retrouver sa dignité, et à sortir un peu du silence où on l'avait enfermée. Et il me semble qu'elle a même traduit des poèmes. Alors, elle avait une vie intellectuelle qui devait être assez intense, c'était quelqu'un. Elle a traduit, étant à l'hôpital psychiatrique, elle a appris l'anglais, elle a traduit une histoire de la littérature américaine, et elle a appris l'espagnol toute seule. Elle a traduit des poèmes de Victor Hugo, et elle a écrit un recueil de poèmes, que j'ai récupéré d'ailleurs, qui m'a été donné par l'hôpital psychiatrique, qui avait retrouvé ce recueil, qu'elle avait tapé à la machine. Et c'est très émouvant de retrouver cette personne qui avait vraiment cette activité intellectuelle, qui était quelqu'un qui avait retrouvé toutes ses capacités. Alors, votre récit est constitué de deux parties. Une partie réelle qui repose sur des faits attestés et une partie plus fictionnelle que vous imaginez. Alors, pour ce qui est réel, en tout cas, la tante Rosa a 18 ans, en 1894. Elle est institutrice et elle part enseigner dans une école de l'Alliance israélite universelle dans l'Empire ottoman. Oui. Elle a quitté son Alsace 3 ans avant. Elle a été à Nancy. Elle vivait en Alsace à Balbronn. Elle va à Nancy. Elle suit une formation assez spécifique pour éduquer et former les futures institutrices de l'Alliance. Et ensuite, elle part dans l'Empire ottoman pour Andrinople qui est devenu maintenant Edirne, qui avait une communauté importante, et une école pour jeunes filles, une école pour garçons. Elle part comme institutrice dans cette école. C'est déjà assez peu courant pour l'époque. C'est peu courant pour l'époque, déjà de quitter le domicile familial pendant 3 ans en France. Elle était en Allemagne, l'Alsace était allemande. Et ensuite de partir loin, c'est-à-dire l'Empire ottoman, c'était quand même pas la porte à côté, de s'éloigner de sa famille. Ça montre c'était quand même une jeune fille très autonome, très indépendante, qui avait la volonté de voler de ses propres ailes. Et qui sait ce qu'elle veut. Elle savait ce qu'elle voulait. Je pense que ça, c'est une première qualité qu'elle avait, qui peut-être a été une faiblesse par la suite. Si vous voulez, si on reprend mon enquête, il y a donc son départ pour Andrinople, et puis on est en 1894, et ensuite en 1898, alors que tout se passe bien et qu'elle a réussi parfaitement dans son travail d'enseignante, elle revient brutalement, en alléguant une grande fatigue de sa mère. Elle revient, et peu de temps après, on la retrouve à Paris, où elle devient préceptrice. C'est-à-dire qu'en fait, elle travaille pratiquement comme domestique dans des familles, et surtout les familles juives d'ailleurs, mais pas uniquement. Et elle va passer des années et des années à Paris, loin de l'Alsace, où ses parents ont déménagé peu de temps avant. Ils sont partis de Balbronn, à côté de Westhofen. Ils sont partis vivre à Strasbourg, pour une raison inexpliquée. Et donc, elle se retrouve comme préceptrice, et elle va passer donc des années comme préceptrice, de 1898 jusqu'en 1920. Et en 1920, brutalement, elle décompense, c'est-à-dire qu'elle bascule dans un état dépressif sévère, avec tentative de suicide, et elle est à ce moment-là internée, enfermée, dans l'hôpital psychiatrique de Villejuif, à la demande de son frère, Edgar, qui est médecin psychiatre. Donc c'est déjà un élément tout à fait étonnant. On imagine le frère internant sa sœur et l'enfermant pour un demi-siècle dans cet hôpital psychiatrique. La psychiatrie à l'époque était quand même tout à fait carcérale. J'ai très peu d'éléments concernant la tante Rosa, à savoir j'ai
sur la date de l'internement. J'ai les courriers qu'elle a adressés auparavant, bien longtemps avant, à l'Alliance israélite. J'ai l'existence de ce déménagement inexpliqué de la famille de Balbronn en Alsace vers Strasbourg, pour une raison X. Et j'ai des éléments de chronologie qui ne m'apportent pas la clé du problème. Et face à ce vide, à cette absence d'explication logique dans l'itinéraire de Rosa, c'est à ce moment-là que mon imaginaire prend le relais. Et donc vous émettez une hypothèse. Alors j'émets une hypothèse qui me semble tout à fait probable, compte tenu des dates et de la chronologie, et au fil du temps, elle m'apparaît tellement probable que j'adhère totalement à ce scénario. Et si vous voulez, il y a une fusion qui se fait entre le réel, qui est peu abondant dans cette histoire, et l'imaginaire qui prend le relais avec un besoin de construire pour Rosa une histoire. Parce que ce qui m'apparaît intolérable, si vous voulez, insupportable, c'est qu'une vie puisse s'écouler sans qu'il y ait d'histoire. Et j'ai besoin, c'est un besoin que j'ai, de construire l'histoire de Rosa et de lui apporter, si vous voulez, une épaisseur, une couleur et une vie qui me rassure finalement, parce que c'est très angoissant de penser que quelqu'un peut traverser l'existence et être enfermé pendant une 50aine d'années sans qu'on sache rien de ce qui s'est passé. Il me semblait qu'il fallait quand même, puisque j'ai construit une histoire pour Rosa, que rien n'était mieux qu'une histoire d'amour. Et puis en même temps, ça débouche. Quand on relit l'histoire de Rosa, si vous voulez, ce que je souhaitais, c'est que cette histoire amène un questionnement. Le questionnement autour de la place de la femme dans la société, l'évolution du statut de la femme au fil du temps, et également la place de la religion, le patriarcat, le père qui décide. C'est intéressant parce que vous distillez des éléments dans votre récit qui suggèrent que Rosa est donc victime du patriarcat. En fait, on n'en a pas parlé, mais il y a un bannissement. Ça, c'est une évidence. Elle est bannie de la famille. On ne prononce plus son nom. On découpe ses images sur les photos. Ça, c'est quand même ce sont des faits réels, tout ça. Mais et donc, au bout de cette démarche de bannissement, il n'y a rien, quoi, je veux dire. Le dossier est vide. Mais je n'ai pas d'explication à tout ça. On ne connaît pas le motif. On ne connaît pas le motif. Et c'est pour ça qu'ensuite, c'est mon imaginaire qui prend le relais. Et l'imaginaire fait tellement bien son travail que de fusion, si vous voulez, que j'en arrive à une conviction et que j'emporte dans cette conviction le lecteur. Mais ce que j'essayais de dire, c'est qu'effectivement, vous montrez qu'elle est victime du patriarcat, mais que ce patriarcat serait peut-être renforcé par la tradition religieuse de son père. C'est possible, mais je ne suis pas sûr du tout que ce genre de réaction patriarcale soit le propre d'une famille juive. Ah non, bien sûr. Je pense qu'il y a eu des situations tout à fait comparables dans des familles non juives, avec des filles qui étaient rejetées, qui étaient jetées à la rue pratiquement, ou qui étaient enfermées dans un couvent, ce qui est à peu près un enfermement comparable. On pense à Camille Claudel. Tout à fait. Voilà. Il y a un point qui m'a beaucoup interpellée dans cette partie fictionnelle, c'est que vous imaginez Rosa en train de détruire elle-même son propre dossier médical et qui enjoindrait donc à sa descendance d'imaginer le récit de sa vie. Et je trouve ça très beau en fait parce que finalement vous voulez la rendre actrice de sa propre histoire. C'est-à-dire que je ne voulais surtout pas que ce récit soit une mise en accusation de mes ancêtres, de ses parents, et je ne voulais pas que, si vous voulez, que ce soit une mise en accusation et
je ne voulais pas heurter les sensibilités familiales, on va dire. Alors, vous décrivez une famille très pieuse, orthodoxe, et en même temps très attachée à la France. Comment... C'est pas incompatible. C'est pas incompatible, mais comment ça se conciliait? C'est-à-dire qu'en fait, c'était une famille effectivement où, dans cette vie familiale, la religion était tout à fait centrale. Le père de Rosa, qui s'appelait Israël Bloch, était directeur d'école, instituteur dans ce petit village, et extrêmement pratiquant, religieux, très savant en matière de judaïsme. Et la vie familiale s'organisait bien sûr autour des fêtes, autour de l'étude. Et l'attachement à la France était un deuxième élément très important. La France, pour eux, c'était la patrie des droits de l'homme, celle qui avait accordé aux Juifs une citoyenneté. Et donc ils avaient un attachement à la France, même s'ils vivaient, bien sûr, en Allemagne. Oui, puisque l'Alsace, à l'époque, était allemande. Bien sûr, en 1870, l'Alsace est devenue allemande. Concernant l'origine de la famille, à Ballbronn, et Ballbronn, qui est un petit village d'Alsace, qui se trouve à côté de Westhofen. Et Westhofen, pour moi, c'est un village qui est très intéressant et qui est clair quand même sur le judaïsme alsacien, qui était un peu le berceau du judaïsme français. Et dans la mesure où à Ballbronn, on retrouve des familles qui ont eu un destin tout à fait glorieux. Je parle pas uniquement de la mienne, mais en particulier, c'est le village d'origine de la famille de Léon Blum. Il y a toute la famille Debré, avec ses descendants glorieux. Il y a eu, paraît-il, également un passage de la famille de Karl Marx. Et la famille également Bloch, du rabbin Élie Bloch. Ah, mais oui. C'est aussi originaire de tout ça. Tout ce monde est passé par Westhofen. Et je pense qu'il y avait une caractéristique propre qui expliquait aussi ces destins, on va dire, glorieux. C'est si vous voulez, le fait de se trouver en Alsace, qui était allemande à l'époque, avec le fait de parler à la maison français, d'apprendre de parler allemand dans la vie de tous les jours, plus l'alsacien, plus l'hébreu qui était enseigné à tous les enfants, puisqu'il y avait des écoles juives dans tous ces villages, ça obligeait, je pense, à une gymnastique intellectuelle qui est à l'origine aussi peut-être de destin hors du commun. Vous décrivez aussi une famille très meurtrie par la guerre, puisque 2 frères de Rosa sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont morts sous des uniformes différents. L'un du côté de la France et l'autre du côté de l'Allemagne. C'était assez fréquent, vous savez, que dans une fratrie, l'un porte l'uniforme allemand et l'autre l'uniforme français. Ça devait être, j'imagine, les repas de famille. Ça devait pas être très, très, très drôle. Mais enfin, c'était une situation qui n'est pas un caractère unique. Hein. Et alors, l'un des frères portait l'uniforme allemand et l'autre avait épousé une Française dont le père était Razan à Épinal. Et donc, de ce fait-là, avait obtenu de porter l'uniforme français, de se rattacher à la France. Et quelle mémoire familiale vous gardez de ces 2 hommes qui ont combattu dans des rangs ennemis, finalement? La mémoire, on n'a pas beaucoup d'éléments les concernant. Ils sont morts tous les deux en 1918. L'un est mort sans qu'on sache exactement, j'ai jamais réussi à savoir où il était décédé. Et l'autre est décédé à Gérardmer des suites de la grippe espagnole. Et il y a un autre frère qui, lui, bien plus tard, s'est fait arrêter, a été déporté. Alors, il y a un autre frère qui a été arrêté à Limoges et qui a été déporté, qui est mort en 1943. Le frère, c'est Maurice, dont d'ailleurs un livre lui a été consacré récemment, avec un documentaire fait par une professeure d'histoire de Bouxwiller, qui a fait travailler ses élèves. Le livre s'appelle
Kadish pour un prof. Et c'est un livre vraiment très émouvant où on revit l'histoire de ce Maurice Bloch, vraiment quelqu'un de très savant qui avait un doctorat de lettres, qui avait étudié le sanskrit, qui était vraiment quelqu'un qui était aussi très religieux et qui a été arrêté par la police française en 1943. Alors il y a une chose très intrigante aussi, Rosa a été internée donc pendant près de 50 ans, on l'a dit, et donc elle a passé cette période de l'occupation internée à Villejuif. Tout à fait. Alors, on ne sait pas grand-chose sur cette période. Ce qu'on sait, c'est que dans les hôpitaux psychiatriques, c'était une période terrible dans la mesure où les autorités allemandes avaient décidé, comme ils l'avaient fait ailleurs, d'affamer la population des hôpitaux psychiatriques, ce qui a fait d'innombrables victimes parmi les internés, ce qu'on a appelé l'hécatombe des fous. Et on pense qu'il y a eu plus de 50 000 personnes qui sont décédées dans les hôpitaux psychiatriques à cette période. Elle a réussi à la passer au travers entre les gouttes, si vous voulez, du fait de sa connaissance parfaite de l'allemand. Et elle avait modifié, je suppose, son nom, parce que les Allemands s'intéressaient à la liste et recherchaient bien sûr des noms à consonance juive parmi les internés. Michel Horviller, vous êtes le père du rabbin ou de la rabbine Delphine Horviller, et on découvre dans ce récit que votre père, Nathan, avait entrepris des études rabbiniques. En fait, mon père a suivi le cursus de la rue Vauquelin, enfin le cursus de rabbin, et après, à la fin de ses études, il a décidé de bifurquer vers des études de lettres. Il a obtenu une agrégation de lettres, et ensuite, il est devenu proviseur de lycée. Et votre arrière-grand-père, donc Israël Bloch, le père de Rosa, lui-même était très versé dans l'étude des textes. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y a une tradition des études rabbiniques ? Je pense que de toute façon, vous savez, on est les uns et les autres, on reprend souvent un flambeau, parfois où il a été déposé. Mon père, c'est peut-être pas un hasard qu'il soit devenu proviseur de lycée, alors que son grand-père, Israël Bloch, était directeur d'école. Il a peut-être été influencé aussi par son oncle, Maurice, qui était prof de lettres également. Et puis Delphine, finalement ma fille, a décidé de devenir rabbin, peut-être parce qu'elle a considéré que son grand-père, qui était très important pour elle, s'était arrêté en partie en chemin, peut-être. Vous savez, les histoires familiales s'écrivent de cette façon, souvent. On n'a pas forcément la référence du père, mais on a parfois la référence du grand-père ou d'un oncle. C'est comme ça. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous, Michel Horviller. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le fantôme de Rosa, enquête et rêverie dans le silence d'une famille judéo-alsacienne, publié aux éditions de La Nuée Bleue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil.